Merci. Je vais parler en français, mais mon texte est en anglais, il circule. Dans la préface de Sawita Malki, écrite entre 386 et 390, Jérôme annonce qu'il a comme projet d'établir, je cite, « Comment depuis les apôtres jusqu'au temps où il vit, l'Église de Jésus-Christ s'est établie, fortifiée, accrue par les persécutions et a été couronnée par le martyre. » Mais il abandonnera le projet, faute peut-être de ne pouvoir adapter ou traduire l'histoire ecclésiastique d'Eugène de Césarée, jugée trop peu orthodoxe. Dans la préface du De Viris Illustribus, publiée en 393, il déclare qu'il a l'intention, je cite, « de présenter brièvement tous ceux qui, depuis la Passion du Christ jusqu'à la 14e année du règne de Théodose, ont transmis quelque chose à la postérité au sujet des Saintes Écritures. » Et plus loin, il ajoute que les païens en prendront ainsi combien d'hommes il y a eu et quelle était leur valeur pour fonder, construire et orner l'Église. La ressemblance dans la présentation des deux œuvres est frappante, même si dans le premier projet, il s'agit de l'histoire de l'Église, alors que le De Viris Illustribus est une série de biographies d'écrivains ecclésiastiques écrites dans un contexte polémique et concurrentiel vis-à-vis du monde païen. Néanmoins, dans les 79 premières notices, on détecte une forte influence de l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, mais la matière est répartie autrement dans des biographies. Or, pour les anciens, histoire et biographie sont deux genres bien distincts. L'historien, en effet, narre des événements, des guerres, des révolutions, des séditions. Le biographe s'intéresse à un homme en suivant le déroulement de sa vie, mais aussi sa personnalité, ce qui ne se rattache pas à l'histoire. Toutefois, en s'intéressant à l'homme et au déroulement de sa vie, le biographe fait bien œuvre d'historien quand il s'en éloigne en décrivant sa personnalité. Or, comme nous l'avons dit, Jérôme suit très souvent Eusèbe de Césarée et il va sans dire que le contenu de l'histoire ecclésiastique est bien historique. De ce fait, on pourrait concéder qu'en suivant son prédécesseur, Jérôme fait œuvre d'historien. Mais en affirmant dans sa préface que son modèle est suétone, le reste-t-il toujours ? De plus, cette œuvre est ouvertement une apologie de la littérature chrétienne, faite à partir d'une énumération d'écrivains, dont le choix se révèle peu scrupuleux. Or, comme le genre apologétique et l'histoire sont également opposés, comme la biographie et l'histoire, l'appartenance du De Viris au genre illustribus, au genre historique, se révèle problématique. Or, notre volonté est de montrer en quoi Jérôme est bien un historien dans le De Viris Illustribus, et de voir en quoi le projet global et l'écriture complète du livre peut être ce que Jérôme annonce dans la vie de Malque, c'est-à-dire la fondation de l'Église chrétienne au milieu des persécutions. Autrement dit, nous examinerons comment une série de biographies d'écrivains ecclésiastiques, à caractère apologétique et polémique, peut être une histoire de l'Église. Pour ce faire, nous sommes rattachés à une précision présente dans l'énonciation des deux projets et respectée dans le De Viris Illustribus, qui est la délimitation de l'espace-temps, déterminée dans sa durée depuis les apôtres jusqu'à l'époque où Jérôme vit pour le premier projet, depuis la Passion du Christ jusqu'à la 14e année du règne de Théodose, c'est-à-dire en 393 pour le De Viris. L'espace-temps est donc bien le même dans les deux ouvrages. C'est celui de l'histoire de l'Église, même s'il est défini d'une manière légèrement différente. Et c'est cet espace-temps qui sera l'objet de notre communication. Nous verrons donc comment, en affirmant l'existence d'un espace-temps, présenté d'une manière chronologique, Jérôme annonce bien un projet historique et comment, en le concrétisant mutatis mutandis, il fait œuvre d'historien, et cela malgré les objections que l'on peut faire à cette affirmation. Nous examinerons dans un premier temps comment Jérôme classe ses écrivains dans le temps et s'il respecte bien l'aspect chronologique annoncé dans la préface. Nous étudierons ensuite comment, à l'intérieur de cet espace-temps, il date les événements qu'il narre ou les œuvres qu'il évoque. Nous verrons ensuite comment il traite ce que j'appelle le temps des autres, que ce soit celui des auteurs ou celui de la tradition. Nous définirons pour finir la notion de temps hiéronymien. Dès la préface du De Viris, Jérôme annonce que sa matière sera répartie chronologiquement. Hortor ecclesiasticos scriptores in ordine digeram a passione Christi utque ad decimum quartum Deodosi imperatoris annum, et embrassera toute la production littéraire de l'histoire de l'Église. Si l'on examine rapidement le contenu du livre, on constate en effet que cette chronologie semble respectée.
L'apôtre Pierre, premier auteur, a bien vécu au moment de la Passion du Christ et Jérôme, dernier auteur, écrit encore en 393. Néanmoins, l'expression in ordine digéram requiert notre attention. Faisons remarquer d'emblée que la leçon in ordine, qui est la plus fréquemment rencontrée et qui se trouve dans les meilleurs manuscrits, concurremment à in ordinem, nous interdit d'y voir annoncer un ordre chronologique stricto sensu. Même si l'on dit qu'à l'époque de Jérôme, l'ablatif et l'accusatif sont employés d'une manière arbitraire, il ne semble qu'in ordine définit autrement le classement hiérodymien qu'in ordinem, ce que souligne d'ailleurs le manuscrit I, celui de Berne, en choisissant la leçon in ordinatione, trouvée nulle part ailleurs. In ordinem définit la succession et indiquerait que le De viris illustribus suit un ordre chronologique strict selon les connaissances de Jérôme. Au contraire, in ordine précise selon nous que les livres respectent une organisation interne qui n'est pas toujours chronologique. De plus, l'étymologie du verbe digero, disgero, souligne l'éclatement de la matière et sa répartition multiple. Il faut donc chercher dans le De viris un classement globalement chronologique qui obéit aussi à une logique interne. En effet, à y regarder de plus près, et en donnant pour chacun des auteurs la datation la plus exacte possible, on trouve un nombre élevé de ce qu'on appelle maintenant des erreurs de datation. Si celles-ci peuvent s'expliquer par une ignorance concernant tel ou tel auteur, leur examen approfondi nous permet d'y voir plusieurs raisons. Pour Jérôme, la présentation des auteurs, si elle est globalement chronologique, s'accompagne aussi d'un classement hiérarchique et articulé. Le moine de Bethléem souligne ainsi que l'histoire de l'Église contient des autorités qui ne peuvent être citées dans un ordre strictement chronologique. Voici l'analyse que l'on peut faire des 22 premières notices. Si Pierre commence le De viris illustribus, ce n'est pas parce qu'il est né le premier, mais parce que l'histoire le considère comme le prince des apôtres, indépendamment de l'œuvre qu'il a laissée. Il constitue en quelque sorte l'origine d'un passé à reconstituer et le point zéro d'une histoire. D'ailleurs, si l'on se réfère au projet défini dans la préface de la vie de Malque, Jérôme voyait son point de départ avec le temps des apôtres. Pierre étant le seul apôtre à avoir produit quelque écrit, Jérôme le met bien comme point de départ. Les notices 1 à 15 suivent un temps absolument subjectif, et ce sont les notions d'autorité et de succession qui nous semblent pertinentes pour expliquer l'organisation ou l'ordre de Jérôme selon le sens du mot ordo. Jacques occupe la 2e place parce qu'il est dit frère du Seigneur et qu'il a été ordonné évêque de Jérusalem par les apôtres dans un temps proche de la mort du Christ. Matthieu occupe la 3e position parce que Jérôme en fait le premier évangéliste. Si Jude vit en 4e position, c'est parce qu'il est le frère de Jacques. De même, Paul est en 5e position en fonction de son importance pour l'Église et non parce qu'il serait né juste après Matthieu. Jérôme choisit donc ses 5 premiers écrivains parce que ceux-ci se trouvent être des représentants d'un premier type d'œuvre et d'une manière spécifique de servir l'Église. Par la suite, il choisit de présenter ses écrivains en les regroupant en ensembles cohérents. Ainsi, après Paul viennent Barnabé et Luc, qui lui sont liés. Marc vient en 8 parce que Jérôme le considère comme le disciple et l'interprète de Pierre. Jean en 9 parce qu'il est un évangéliste. Hermas vient ensuite parce que Jérôme en fait à tort un personnage mentionné par Paul qui a le même nom. Si Jérôme avait respecté un ordre chronologique strict, Philon d'Alexandrie, cité en 10, aurait dû être le premier écrivain et cité, vu qu'il est le premier né. Mais comme cela est bien entendu impossible, un juif ne pourrait inaugurer le De viris. Comme épuisant les auteurs non chrétiens, Jérôme en vient à Sénèque, puis à Flavius Joseph et à Juste de Tibériade, un écrivain qui lui est contemporain. Reprenant la présentation d'auteurs chrétiens, il en arrive à Clément de Rome, dont l'autorité repose sur le rang dans la succession des évêques de Rome, comme celle d'Ignès d'Antioche dans l'ordre de succession des évêques de la ville d'Antioche. Polycarpe et Papias sont placés très tôt parce que Jérôme fait du premier un disciple de Jean et le deuxième son auditeur. Les 3 auteurs suivants sont regroupés parce qu'ils ont tous les 3 offert un ouvrage à Adrien. Hégésippe est placé aussi trop tôt, mais Jérôme agit ainsi parce qu'il veut en faire un contemporain des apôtres. Nous pourrions ainsi continuer cette présentation des écrivains, mais cela dépasserait le cadre de cet article et de cette communication. Jérôme offre, on le voit, un début mythique de l'histoire de l'Église, reposant sur une chronologie plus subjective qu'objective, destinée à souligner quelles furent les premières autorités de l'Église et comment elles s'articulent les unes avec les autres. Si cette chronologie est subjective, elle existe bien, mais à de fréquents endroits du De viris, Jérôme semble prendre avec désinvolture le respect de la chronologie et jeter à la hâte sur le papier le nom d'écrivains qui viennent grosso modo à la même période, sans qu'un impératif impérieux ne le commande. Il est étonnant que Grégoire de Bétique, dont Jérôme précise bien qu'il est encore en vie, apparaisse dès la notice 105 sur 135, sans que l'auteur qui le précède, Apollinaire de la Odyssée, n'ait quelque rapport avec lui et n'autorise cet ordre. 13 écrivains encore en vie se trouvent dans les notices suivantes. Donc je vais les donner dans la version écrite. Autre preuve de notre affirmation, la manière dont Jérôme situe dans le temps des événements précis.
Dans tout le livre, on rencontre des approximations. Mais pour notre version orale, nous avons choisi un seul exemple, qui est le traitement fait par Jérôme de la datation de la mort de Méthode d'Olympe, notice 83. Jérôme écrit, je cite, qu'à la fin de la dernière persécution, ou comme l'affirment certains, Soudès et Valérien, il fut couronné par le martyre à Calcis de Grèce. Une première persécution est définie ici, celle à laquelle il semble adhérer, et qui est définie comme la dernière, sans plus de précision, comme si tout le monde s'entendait à ce sujet. On admet qu'elle eut lieu sous Maximin d'Aia en 311-312. On verra plus loin dans notre article qu'il n'en est rien, et que si Jérôme connaît bien les dates de son auteur, elles sont incompatibles avec un homme qui a écrit contre Porphyre, lequel a vécu entre 234 et 305. Il faut donc admettre que ce n'est pas cette persécution que désigne Jérôme. Il ajoute ensuite Soudès et Valérien, sans préciser s'il entend une persécution faite par les deux empereurs ou fait une simple annotation temporelle qui signifie, je cite, « alors que Dès et Valérien étaient empereurs ». Dans les deux cas, Jérôme commet des erreurs de datation qui semblent bien être le fruit de sa désinvolture. La persécution de Dès date de 249-250 et celle de Valérien de 258-259. Elles sont toutes les deux incompatibles avec la date de Méthode. Nous le voyons, Jérôme ne suit pas un ordre chronologique strict sensu dans l'ensemble de son De Viris. Nous allons maintenant étudier comment, à l'intérieur de cet espace-temps, il date les événements qu'il narre ou les œuvres qu'il évoque. Et si l'on peut parler d'une chronologie à l'intérieur de chaque notice, ou en d'autres termes, si chaque notice représente une histoire du personnage vue du point de vue temporel. Dans sa préface, Jérôme revendique comme son modèle Suétone, lequel avait rédigé des biographies d'hommes célèbres que nous avons perdues, mais dont nous imaginons le canevas en nous référant à ces vies des 12 empereurs, d'abord un sommaire chronologique, per tempora, puis des renseignements psychologiques classés par catégorie, per species. Dans le De Viris Illustribus, la répartition n'est pas la même. Il n'y a pas un sommaire de la vie des auteurs et ensuite l'exposition de sa personnalité où l'on attendrait la liste des œuvres. Jérôme mêle au contraire l'indication des œuvres produites et les renseignements temporels. La structure de chaque notice correspond mutatis mutandis au schéma suivant. Le nom de l'écrivain, suivi de sa fonction ecclésiastique ou de sa caractéristique principale, accompagné parfois de son origine géographique, puis le titre de ses œuvres, avec quelquefois la mention de leur époque de publication. Enfin, si cette mention manque, l'inscription dans le temps de l'auteur au moyen de son fleuruit ou de sa mort dans 89% des notices. Celle-ci se fait d'une manière assez imprécise. La plupart du temps, Jérôme indique sous quel empereur l'auteur a connu son apogée ou est mort. Il mentionne aussi sous quelle persécution il a subi le martyre, si tel fut le cas. La structure de la notice est donc bien différente de celle des vies de Suétone, mais comme son De Viris ne nous est pas parvenu, on ne sait pas comment se présentaient les notices des écrivains et si Suétone consacrait le début de celle-ci à la narration de leur vie. Chez Jérôme, tout déroulement chronologique manque, que cela ne l'intéresse pas ou qu'il l'ignore. Seule la notice de Paul, et cela est d'autant plus rare qu'on doive s'attarder sur elle, contient la narration de la vie de l'auteur, de l'apôtre, puis l'indication de ses œuvres, conformément au modèle des vies de Suétone. Mais à y regarder de plus près, on voit premièrement que la narration de la vie de Paul est très lacunaire et deuxièmement qu'une très longue citation de Paul clôt la première partie, au point que dans le commentaire à venir de cette notice pour les sources chrétiennes, nous en faisons un morceau indépendant. Le schéma suétonien n'est donc pas suivi stricto sensu, même dans cette notice. Et dans toutes les autres notices, un seul renseignement temporel est apporté, une date assez approximative précisée par rapport à un autre événement. Celle-ci peut être la naissance et la formation de l'auteur, mais le plus souvent c'est ce qu'on appelle son fleuruit, c'est-à-dire l'acmé de sa production ou sa mort. Voici les statistiques que nous avons faites. Dans 37 notices, c'est le fleuruit qui est daté. Dans 26, la mort. Dans 9, la notification d'un martyr. Dans 11, l'écriture du livre. Dans 6, l'exil. Dans 4, l'enseignement. Dans 2, une action politique. Dans les annexes de la version écrite, je préciserai de quelle notice il s'agit. Si Jérôme inscrit bien ses auteurs dans le temps, qu'en est-il de leurs œuvres? On l'a déjà précisé, on ne trouve ce renseignement que dans 11 notices. Une autre question se pose. Jérôme respecte-t-il un ordre chronologique quand il cite les œuvres de ses auteurs? La réponse est vite apportée dans 34% des notices qui ne citent qu'une œuvre, au sens élargi du terme parfois. Mais dans celle des notices qui présentent plusieurs œuvres, Jérôme procède à un classement thématique qui n'a aucun caractère temporel, ignorant vraisemblablement leur note de publication. Néanmoins, dans sa propre notice, il annonce clairement, en reprenant une formulation, celle de la préface, que l'énumération de ses œuvres suivra bien un ordre chronologique. Usque ad in praesentem annum id est Theodosii principis quartum decimum aex scripsi.
J'ai écrit jusqu'à cette année, c'est-à-dire la 14e année de l'empereur Théodose. Et on retrouve une même formulation que dans les préfaces. Et Jérôme de citer ses travaux, des ouvrages indépendants, mais aussi des lettres sélectionnées et ses traductions. Mais à y regarder de plus près, on constate que Jérôme n'a pas respecté un ordre strictement chronologique, car certaines mentions d'œuvres interrompent l'apparent classement chronologique. En effet, après la vie du moine Paul, qui est bien la première œuvre de Jérôme, il annonce un livre de lettres à diverses personnes, sans autre précision, qu'il fait suivre d'une lettre d'exhortation à Héliodore, qui représente notre lettre 14, rédigée en 396. Si Jérôme suit l'ordre chronologique, les lettres à diverses personnes représentent les 13 premières lettres de Jérôme, mais isoler la lettre Héliodore annule le caractère purement temporel de la notice au profit d'une distinction hiérarchique. De même, après avoir annoncé 3 ouvrages qui semblent bien immédiatement suivre cette lettre, Jérôme fait mention d'un écrit sur les séraphins, qui est une lettre écrite après celle adressée à Héliodore. Les autres lettres citées sont bien écrites après celle-ci, lettres 20 et 21 pour notre édition, mais la lettre citée après représente notre lettre 36 et donc bien rédigée après celle-ci. Après l'annonce du commentaire d'Helvidius, Jérôme cite des lettres très personnelles, du contre Helvidius, excusez-moi, Jérôme cite des lettres très personnelles qui distinguent des autres, et dans ce cas aussi, il abandonne un classement temporel strict. S'il semble respecter de nouveau un ordre chronologique dans l'annonce de ses travaux suivants, la mention de ses traductions bibliques se fait aussi d'une manière thématique. J'ai restitué le Nouveau Testament en suivant fidèlement le grec, j'ai traduit l'Ancien selon l'hébreu. Mention suivie de l'information selon laquelle il ne peut chiffrer le nombre des lettres écrites à Paula et Eustochium. Il termine sa notice par les commentaires sortis la même année que le De Umbris. On le voit, si Jérôme s'astreint à respecter un ordre chronologique dans la présentation de ses œuvres, il ne peut s'empêcher de distinguer certains textes qui lui tiennent à cœur, qu'il regroupe parfois en ensemble, interrompant le pur ordre chronologique. Donc, si nous avons vu jusque-là comment Jérôme inscrit son œuvre dans le temps et comment il traite celui-ci, il nous reste maintenant à voir comment il traite ce que j'ai appelé le temps des autres, c'est-à-dire celui de la tradition ou des auteurs qui l'ont précédé. Cette étude nous aidera aussi à préciser la conception du temps chez Jérôme. Mais le temps me manque et ces 2 points seront développés dans ma version écrite.